Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a insisté hier à l'investiture de son homologue Alassane Ouattara à Abidjan. Et en nouvelles du monde avec le Hamas qui continue, lui et la Croix-Rouge, poursuivre les recherches concernant le policier israélien. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part lundi à l'investiture de son homologue réélu de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, vainqueur du dernier scrutin présidentiel organisé dans ce pays le 25 octobre 2025. Placé sous le signe de la sobriété, cet événement s'est déroulé sur l'esplanade du palais présidentiel d'Abidjan d'une capacité d'accueil d'environ 1200 personnes en conformité avec la tradition officielle de ce pays. Du président Ismaël Omar Guelleh à l'investiture de son homologue ivoirien dans la pleine mesure de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Elle s'ajoute également aux retrouvailles régulières, périodiques et occasionnelles que les deux chefs d'État entretiennent entre eux au plus haut niveau et dévolu entre autres à la concertation, à la consolidation et à l'essor des liens déjà privilégiés entre les deux nations. Conformité avec les traditions de ce pays, le président investi a ensuite été décoré du grand collier de l'ordre national de la plus haute distinction décerné en Côte d'Ivoire. Mais c'est sans doute le discours prononcé à cette occasion par le président Ouattara qui fit indubitablement office d'étape principale à cette cérémonie d'investiture. Ensuite, le président ivoirien Alassane Ouattara a prêté serment devant la Cour constitutionnelle ivoirienne. La présence du président Guelleh à cette célébration démocratique importante témoigne de la solidité des relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République de Côte d'Ivoire, ainsi que de son ferme engagement en faveur de la solidarité et de l'intégration africaine. Le président ivoirien a adressé dans son discours une mention particulière de remerciement, vous l'entendrez, au président Guelleh, soulignant que sa participation illustre parfaitement l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Le président Ismaël Omar Guelleh a présenté au nouveau président donc réélu Alassane Ouattara ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection, lui exprimant ses vœux les plus sincères dans le succès de l'accomplissement de ses nouvelles et nobles responsabilités au service du développement mais aussi de la prospérité et du progrès continu de la Côte d'Ivoire. Dans son discours d'investiture, le président réélu fit amplement état des grandes lignes qu'il affecte à son nouveau mandat de 5 ans à la tête de ce pays. Mesdames et messieurs,
Mes chers compatriotes, en ce moment solennel de l'histoire démocratique de notre pays, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir l'importante délégation de chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations internationales, africaines et sous-régionales, dont la présence donne un éclat particulier à cette cérémonie de prestation de serment. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer tout particulièrement mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement. Chers frères, votre présence est assurément le témoignage de votre grande amitié, de l'estime que vous portez à la Côte d'Ivoire, ainsi que de la qualité des relations bilatérales qui lient nos pays. Dans le reste de l'actualité, bien la délégation du FAO conduite par son directeur général, accompagné du ministre de l'Agriculture, s'est rendue à Ouéha pour une visite à la ferme de poulailler du Dr Jama Elmi. Figure reconnue dans le développement de l'agriculture locale, cette exploitation représente un exemple concret d'initiatives innovantes visant à améliorer la productivité, la résilience des cultures et la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte climatique exigeant. Au cours de cette visite, le directeur général de la FAO a salué les efforts entrepris par les acteurs locaux, mettant en avant l'importance de soutenir les projets agricoles nationaux, de renforcer les capacités techniques, de promouvoir de nouveaux modèles de production adaptés aux réalités du pays. Le ministre de l'Agriculture a rappelé l'importance de cette visite de courtoisie de la délégation du FAO à Djibouti. Et cette mission ouvre, a-t-elle indiqué, la voie à de nouvelles perspectives de collaboration avec pour objectif commun de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois ruraux, l'autonomisation également des agriculteurs djiboutiens. Le ministre de l'Agriculture a également pris la parole, suivant un extrait de son intervention. Dans une ferme privée appartenant à M. Jama Elmi, qui se convertit non seulement dans l'élevage des volailles, mais dans l'agriculture des agrumes et également des fourrages pour les animaux. C'est un promoteur dynamique. Il a 15 000 poules et il fait maintenant par jour. Et il produit des œufs, comme vous l'avez vu ici, et $7 le paquet. Je crois que cette personne est en train de promouvoir cet élevage de volailles dans un pays aride comme Djibouti. Et Monsieur le directeur général, nous sommes très satisfaits de ce qu'il fait comme travail. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a présidé une cérémonie de lancement officiel du nouveau plan de développement d'envergure du sel de Lakassal. Cet événement, présidé par le ministre, a en effet rassemblé toutes les parties prenantes du projet, dont l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, des directeurs généraux des sociétés Salt Investment et CMGF,
Cet avènement donc, de l'accord tripartite du 27 août dernier à Pékin s'inscrit en effet dans le cadre de la vision présidentielle Djibouti 2035 axée sur la valorisation des ressources naturelles nationales et s'insère également dans les efforts déployés par le gouvernement à travers le département ministériel en matière de promotion d'exploitation des ressources du sel du lac Assal à travers une gestion responsable et durable. Symbole du partenariat excellent entre nos deux pays, dans lequel la Chine toujours soutient Djibouti dans ses efforts louables de la diversification de l'économie à travers la transformation de ses atouts naturels, notamment des ressources du sel du lac Assal, qu'on appelle les trésors blancs de Djibouti. Trésors blancs de Djibouti, en levier de croissance. Dans ce contexte, Excellence Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre confiance en choisissant les entreprises chinoises comme partenaires dans votre effort. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, a également pris la parole à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. Vous savez tous, le lac Assal, avec son immense réserve naturelle inépuisable où la salinité pure est 10 fois supérieure à celle de l'eau de la mer, constitue un trésor géologique inestimable pour nous, Djiboutiens, ce qui nécessite une exportation rationnelle et c'est dans le strict respect des normes sanitaires, environnementales et sécuritaires. Conscient des enjeux liés à la valorisation de ces ressources salines, le gouvernement, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a érigé le secteur des ressources naturelles au rang de priorité nationale. Dans cette optique, le lac Assal a été institué en une zone économique spéciale avec pour objectif la réalisation de la vision présidentielle de création d'un pôle économique et industriel majeur intégrant l'extraction, la production, la transformation et l'exportation du sel avec une logistique optimisée via les ports minéraliers de Goubet. S'inscrivant pleinement dans le cadre de cette politique gouvernementale axée sur la diversification des activités économiques, nous avons mis en place une nouvelle stratégie, pris une initiative novatrice en matière d'exploitation des ressources du sel. C'est donc grâce à nos excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération stratégique avec la République populaire de Chine que nous avons pu mettre en place dans le secteur salin une collaboration fructueuse et mutuelle bénéfique avec la société de droit mixte djibouto-chinoise Salt Investment SA et son partenaire CMJFA en impulsant un nouveau plan d'envergure de développement des sels du lac Assal qui sera réalisé graduellement en différentes phases. Nous allons parler cette fois du 6e forum africain donc pour le secteur privé à Djibouti, sous la présidence du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouersama Dirié. La République de Djibouti a eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui le 16e forum du secteur privé. Cet événement majeur s'est déroulé au Kempinski, se poursuivra sur 3 jours avec pour thème exploiter l'économie numérique et l'innovation pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif. Ce forum rassemble plusieurs centaines de représentants du secteur privé africain avec une forte représentation dans le domaine de l'économie numérique. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de nombreuses personnalités, y compris les membres du gouvernement djiboutien, des délégations venues de tous les pays africains, des panels de haut niveau composés d'experts, d'investisseurs sont également prévus tout au long de cet événement. Et lors de cet événement, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, ainsi que le directeur général de la Commission de l'Union africaine ont tous les deux souligné l'importance cruciale de ce forum.
Inscrit sur la vision directrice de l'agenda 2063 qui appelle à une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Il s'aligne également sur les objectifs de développement durable du système des Nations Unies, notamment ceux relatifs à l'industrie, l'innovation, les infrastructures et la réduction des inégalités. La zone de libre-échange continentale africaine a ouvert de nouveaux horizons sur l'intégration. Pour se libérer tous les potentiels que nous devons exploiter, l'économie numérique comme moteur du commerce intra-africain et la prospérité inclusive. Le thème de cette année, pour cette édition du Forum pour le secteur privé, qui est exploiter l'économie numérique et l'innovation en Afrique pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif. Ce thème est à la fois pertinent et transformateur. Le monde évolue rapidement vers la numérisation. Le commerce numérique mondial devrait dépasser 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et les économies africaines doivent saisir cette opportunité pour accélérer la mondialisation, innover et s'intégrer. Avec le discours du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouersama Dirié, qui a souhaité tout d'abord la bienvenue aux différentes délégations africaines. Il a également encouragé les participants à tirer parti de ce forum et à établir des liens et favoriser par la même occasion la coopération dans ce sens. De prendre la parole à l'occasion de l'ouverture du 16e Forum du secteur privé africain consacré au thème intitulé « Valoriser l'économie numérique et l'innovation en Afrique pour accélérer le commerce intra-africain et le développement durable inclusif ». La République de Djibouti est honorée d'accueillir aujourd'hui ce forum du secteur privé africain organisé en collaboration avec l'Union africaine. Permettez-moi d'exprimer la fierté de notre pays de voir réunis ici à Djibouti les acteurs qui façonnent l'avenir économique de notre continent. Et je leur souhaite la bienvenue à Djibouti, terre des échanges et des rencontres. À vous tous et toutes, délégations, chefs d'entreprise, experts, institutions régionales et internationales, ainsi qu'aux jeunes innovateurs venus des 4 coins du continent. Le thème retenu cette année traduit avec justesse les défis et les inspirations de l'Afrique contemporaine à l'ère où la zone économique, où la zone de libre-échange continental africain redéfinit notre horizon économique et, in fine, le commerce intra-africain. Le numérique apparaît comme le pilier indispensable de notre intégration et notre compétitivité et surtout notre autonomie stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti, conscient de ces enjeux, a engagé des réformes profondes pour bâtir une économie numérique résiliente et inclusive. L'adoption du Code du numérique, la création d'un ministère dédié à l'économie numérique et à l'innovation, ainsi que notre engagement dans la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur le commerce numérique témoignent de notre détermination à préparer notre pays et au-delà de notre région aux réalités de l'économie du XXIe siècle. Dans le reste de l'actualité, il y a cette signature de convention de partenariat au profit de l'insertion sociale et économique des jeunes des régions entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture
et Qatar Charité. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre Dr Hibo Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que de M. Mohamed Ali Mohamed Abdelaziz, chargé des affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, Mme Ghedda Azzeddine, directrice du bureau de Qatar Charité à Djibouti, ses collaborateurs, la directrice de l'insertion sociale des jeunes volontaires, Mme Ruqiyya Hassan, les directeurs de région, M. Suleiman Ahmed. Ce partenariat avec cette organisation non gouvernementale, œuvrant dans le domaine de l'aide sociale et du développement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Le ministère délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a lancé hier au Sheraton les travaux d'un atelier de co-construction d'une feuille de route adaptée aux besoins spécifiques du ministère délégué chargé de la décentralisation. Cette initiative est réalisée sous la supervision d'un prestataire doté d'une expertise internationale dans le domaine de la transformation des organisations. Ce prestataire dénommé Espelia est recruté par l'Agence française de développement pour le compte du ministère délégué chargé à la décentralisation. Cet atelier a réuni les principaux acteurs de la décentralisation dans les institutions partenaires. Très important, en effet, ça a été rapidement évoqué sur la co-construction. Le côté co-construction est important ici puisqu'il y a le côté vraiment participatif qu'on va essayer de mettre en avant tout le long de cet atelier. Merci. Qui va nous permettre d'améliorer concrètement l'action du ministère au service des territoires. L'AFD a répondu à l'appel du ministère de la décentralisation pour accompagner cette étude stratégique qui jettera, je l'espère, les bases de la nouvelle feuille de route et des priorités du ministère pour les années à venir. Je remercie évidemment sincèrement les experts d'Espelia qui sont mobilisés pour conduire ce travail avec rigueur et le plus d'ouverture possible. Important de signaler que le ministère a déjà engagé cet exercice d'introspection avec déjà plus d'un mois de consultation interne et des retours précieux de tous les partenaires. Et dans son intervention, le ministre a rappelé à l'auditoire que la politique de décentralisation est érigée en une priorité gouvernementale, que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est aussi le père fondateur de la décentralisation djiboutienne. Moi, avant toute chose, de saluer la vision éclairée et la détermination du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont l'engagement constant en faveur du renforcement de la gouvernance locale et de la modernisation de l'État a permis de hisser la décentralisation au rang de priorité nationale. C'est sous son impulsion que notre pays a engagé, il y a plus de 2 décennies, un processus profond de transformation visant à rapprocher davantage l'action publique des citoyens et à donner aux territoires le moyen d'exprimer pleinement leur potentiel. C'est donc dans cette dynamique encouragée au plus haut niveau que s'inscrit l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, autour du rapport de diagnostic du ministère réalisé par le cabinet de conseil Espelia, que j'en remercie au passage. Avec le financement de l'AFD, cet atelier n'est pas une simple rencontre technique, c'est une étape structurante de la co-construction, de la vision et du rôle du ministère chargé de la décentralisation afin de renforcer sa capacité d'orientation, d'appui et de régulation dans le système institutionnel national. Depuis le lancement des réformes sous la conduite du chef d'État, notre pays a réaffirmé sa conviction que le développement durable et inclusif exige des institutions fortes, proches des populations, capables de répondre efficacement aux aspirations locales. Pour mieux assumer ce rôle stratégique, le ministère de la décentralisation se doit de clarifier avec l'ensemble des parties prenantes sa mission, sa contribution et sa valeur ajoutée au service du développement territorial.
Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a lancé officiellement le processus de création de la Fédération des entreprises du numérique djiboutien. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité de la déclaration de Marrakech, lors de laquelle Djibouti a été désigné parmi les 8 pays fondateurs de la Fédération africaine des entreprises du numérique. Cet engagement s'inscrit dans la vision Smart Nation qui fait du numérique un pilier de modernisation, de compétitivité de l'économie nationale. La signature officielle des statuts de Fédération africaine des entreprises numériques aura lieu le 12 de ce mois à Marrakech en présence du chef du gouvernement du Royaume du Maroc, marquant ainsi une nouvelle page dans le positionnement de Djibouti dans le domaine digital. Quelle que soit leur taille, leur maturité ou leur spécialité, elle portera une voix unique, claire et audible. Une voix capable de dialoguer avec le pouvoir public, de proposer des réformes, d'accompagner les innovations et de défendre les intérêts communs de l'écosystème. Pour réussir une telle transformation, l'État ne peut avancer seul. Il a besoin d'un secteur privé fort, organisé, capable de proposer. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, la fédération que nous lançons aujourd'hui ouvrira des perspectives concrètes. Elle permettra aux entreprises djiboutiennes de mieux coopérer entre elles, de mutualiser leurs compétences, d'identifier ensemble de nouvelles opportunités et de répondre plus efficacement aux besoins du marché. Cette fédération sera également une passerelle vers le reste de l'Afrique. En rejoignant la Fédération africaine du patronat numérique, les entreprises djiboutiennes pourront tisser les partenariats, nouer des alliances stratégiques, participer à des projets communs et accéder à des marchés plus larges. Le vendredi 12 décembre, à Marrakech, nous signerons officiellement le statut de la Fédération africaine aux côtés du chef de gouvernement. Pour cette occasion, Djibouti doit arriver avec une structure nationale en cours d'organisation, capable de représenter notre écosystème d'une manière structurée et crédible. La réunion aujourd'hui est donc essentielle car elle lance un travail collectif qui se poursuivra dans les semaines à venir. Aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux acteurs du terrain, la réussite de cette fédération dépendra de vous. Nous allons à Alger pour cette 4e conférence africaine des startups. En effet, notre pays a pris part à ces travaux africains des startups organisés à Alger du 6 au 8 décembre. Cet événement continental d'envergure a réuni gouvernements, investisseurs, entrepreneurs, acteurs technologiques pour la promotion de l'innovation et du développement des startups en Afrique. La délégation djiboutienne était conduite par Mme Safia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargée de l'investissement et du développement du secteur privé, accompagnée de ses collaborateurs conseillers techniques de la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, du conseiller technique du ministre de la communication, ainsi que cette participation illustre l'engagement de notre pays, notamment en faveur de l'écosystème entrepreneurial dynamique, conformément à la vision stratégique du président de la République. Et à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Cheikh, et son équipe accompagnée également d'enseignants ont fait une tournée éducative dans certaines écoles primaires, dans l'école primaire Gabo 2, Tech et l'école primaire Gachamale. Objectif était de donner le coup d'envoi et également un sens au thème de la journée qui est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, un thème qui met bien en exergue le rôle essentiel de la jeunesse dans la prévention et la lutte contre la corruption. Lors de ce passage dans les écoles, les équipes de la commission ont animé des activités civiques et pédagogiques pour aider les jeunes élèves à comprendre la corruption, l'intégrité, l'honnêteté, le respect. Les enfants ont travaillé à constituer eux-mêmes l'arbre de l'intégrité. Ils ont reçu assez de supports de sensibilisation, dont à livrer de bandes dessinées
Pour cette pratique, cette initiative constitue également une première, celle de la Commission qui souhaite désormais renforcer l'enseignement de l'éthique, de l'intégrité, de la citoyenneté dans les écoles, les universités. Des consultations seront engagées avec le ministère de l'Éducation nationale pour envisager l'introduction de modules sur la corruption dès le primaire, parallèlement un module de formation anticorruption destiné aux étudiants en fin de cycle universitaire et en préparation afin d'accompagner la future génération également dans les futurs de leur vie professionnelle. La présidente de la commission et toute son équipe adressent également leurs vœux de bonne célébration de cette journée à l'ensemble des citoyens tout en les invitant à s'unir dans la lutte contre la corruption. dabaqaya iyo halkii la dejin lahaa hoggaankeena daacadii kolkuu u diyaariya darmada nabad loogu dhigay dalkeennana laga ansixiyey Sur quels critères on choisit un chef de classe? Le chef de classe doit être sérieux, travailleur et poli. Moi, je suis sérieuse, travailleuse et polie. Moi, je suis polie et sérieuse. Tiens, je te donne ce bonbon, mais tu vas voter pour moi. Tiens, Ali, toi, tu es mon copain, mais tu vas voter pour moi. Tu peux compter sur moi si jamais la maîtresse reprend la triche, je me retire. On doit choisir celui qui travaille bien, pas celui qui distribue des bonbons. Aden a triché, il a distribué des bonbons pour être choisi. C'est de la corruption. On ne donne pas de cadeaux pour être choisi. Aujourd'hui, la commission anticorruption est venue à l'école. Nous avons appris que la corruption fait du mal et nous disons non à la corruption. Ne pas mentir, aider ses parents, être respectueux, ne pas donner de cadeaux pour être choisi. Et à l'issue de cette tournée, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Madame Badria Zakaria Cheikh, a donc répondu au micro de la RTD. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, la Commission a mené une campagne de sensibilisation dans les écoles. À cette occasion, la Commission a distribué plusieurs supports aux élèves, dont un livret éducatif pour aider les élèves à mieux ou à comprendre d'une manière simple ce qu'est la corruption, à reconnaître les comportements injustes et surtout à comprendre les conséquences de la corruption. L'objectif de cette sensibilisation est d'éveiller la conscience des plus jeunes sur les conséquences négatives de la corruption et de promouvoir les valeurs telles que la transparence, l'intégrité, l'honnêteté, la valeur du travail personnel et surtout le respect des autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième journée de la réunion technique consacrée à l'élaboration de lois type africaines relatives au changement climatique organisée par le Parlement panafricain s'est tenue ce lundi au siège de l'Assemblée nationale. Les travaux ont porté sur l'examen des dispositions transversales du projet de texte, l'analyse du mandat normatif, ainsi que de la révision de la feuille de route procédurale encadrant la poursuite de procédures d'harmonisation législative au niveau central. Un échange technique approfondi a permis d'intégrer les observations de la délégation parlementaire des experts venus consolider les propositions devant
être inséré dans la version amendée du projet de loi type et ce conformément aux exigences de cohérence normative de sécurité juridique. Et nous, en tant qu'universitaires, nous avons essayé d'apporter notre contribution, même si d'autres acteurs aussi ont été associés. Donc, pour cela, nous sommes très ravis d'être là. Nous remercions vivement l'Assemblée nationale de nous associer et nous l'encourageons à nous inviter plus régulièrement pour ce genre d'échanges et de réflexions pour que les lois qui sont votées dans notre pays puissent tenir compte de la réalité de nos concitoyens. Donc, nous remercions le Parlement panafricain aussi, les différents experts qui nous ont présenté les contenus que nous avons discutés. Et nous les remercions également pour avoir pris en compte les différentes recommandations, les différentes observations et remarques que nous avons formulées. Et nous allons cette fois parler de la 7e session de la commission mixte djibouto-saoudienne au niveau des experts qui s'est tenue donc au Kempinski, co-présidé par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Bamakhrama, et par le sous-secrétaire du ministère saoudien des Transports et des Services Logistiques, Moussa Ben Ahmed, à la veille de la tenue du Conseil des affaires djibouto-saoudien et la réunion ministérielle du comité mixte. Les représentants de divers ministères et institutions gouvernementales des deux pays ont participé à cette réunion préparatoire qui a offert un large espace d'échange sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, d'examiner les projets conjoints et de définir des mécanismes pratiques pour la mise en œuvre des accords précédents. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité des relations fraternelles entre Djibouti et Riyad, réaffirmant l'engagement et la volonté d'élever ce partenariat stratégique vers de nouvelles perspectives et des intérêts des deux pays et des deux peuples. Et donc, pour sa part, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, participant aux travaux de la réunion préparatoire, a souligné l'importance capitale de cette rencontre qui constitue, a-t-il dit, une étape essentielle dans le processus de renforcement de la coopération entre les deux pays. M. Diadine Saïd Bamakhrama a salué la solidité des relations bilatérales entre Djibouti et Riyad dans divers domaines. Il a ensuite exprimé l'espoir des résultats de cette session qui répondront également aux aspirations, a-t-il dit, des deux pays frères, djiboutiens et saoudiens, et contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives pour le partenariat et l'intégration. Nous allons donc parler cette fois dans le cadre de la semaine de la justice organisée du 3 au 10 décembre 2025, placée sous l'égide du ministère de la Justice. Une conférence débat s'est tenue à l'université de Djibouti autour du thème « L'accès à la justice, défis et perspectives ». L'événement s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des universitaires, mais aussi des personnes qui étaient là pour prendre part à cette journée. L'événement s'est déroulé également en présence des nombreux étudiants, offrant ainsi un cadre pour le dialogue constructif des enjeux auxquels le système judiciaire djiboutien est axé, dont les discussions ont abordé sur plusieurs axes majeurs: la modernisation des procédures judiciaires, le renforcement de l'assistance juridique aux personnes vulnérables, la promotion des droits fondamentaux, la formation de futurs juristes. Les intervenants ont également exprimé et présenté des réformes en cours destinées à améliorer la qualité des services publics et juridiques afin de rapprocher de plus en plus les étudiants, mais aussi les citoyens des institutions juridiques.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Hamas et le Comité international de la Croix-Rouge poursuivent les recherches du corps du dernier otage israélien à Gaza. L'agence de presse Reuters rapporte que les recherches sont entravées par l'ampleur des destructions, la difficulté d'accéder à certaines zones effondrées et la perte d'informations concernant les lieux où pourraient se trouver les corps, notamment après la mort de plusieurs combattants qui détenaient des otages. Le Comité international de la Croix-Rouge affirme continuer à jouer son rôle d'intermédiaire humanitaire neutre malgré les conditions de terrain complexes. Notamment, la famille du policier israélien souligne que pour sa part, la récupération de la dépouille est essentielle pour eux et ainsi pour clore le dossier de cet otage israélien après le cessez-le-feu. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.